Est-ce que vous avez déjà joué à Little Nightmares 2 en pensant qu'il s'agissait simplement de deux petits êtres faibles, perdus dans un monde qui ne cherche qu'à les briser jour après jour, jusqu'à ce qu'ils finissent par accepter? Mais par accepter quoi, exactement? C'est à cette question que l'on va tenter de répondre aujourd'hui et vous allez vite comprendre que rien n'a été laissé au hasard. Parce que en effet, les développeurs de Tarsier Studio n'ont pas seulement créé un cauchemar, ils ont en réalité peint le reflet déformé, angoissant mais terriblement familier de notre propre monde. Allez, je vous propose de commencer sans plus tarder parce qu'il y a tout un tas de choses à dire sur ce jeu qui, je n'ai pas peur de le dire, est un chef-d'œuvre à mes yeux. Tout commence étrangement de la même manière que dans Little Nightmares, un endroit inconnu et surtout très grand, qui nous montre quelque chose dont on n'a pas la moindre idée sur l'origine. En se rapprochant suffisamment, on constate une porte sur laquelle est apposé ce fameux œil, symbole de contrôle dans le premier opus du jeu. On se rapproche encore et au moment où l'on pense pouvoir découvrir ce qui se cache derrière la porte, plus rien. C'est comme ça que tout commence. On incarne Mono avec notre fameux sac en papier sur la tête, presque aussi légendaire que Sixelet à son imperméable jaune. Quoi qu'il arrive, on commence seul. Est-ce qu'on vient de rêver? Est-ce qu'on a vu ça dans la télé située juste à côté de nous? Pour trouver réponse à nos questions, rien de mieux que d'avancer dans cette forêt un peu sombre mais paisible aux premiers abords. On tombe très vite sur ça. Ok, apparemment la forêt n'est pas si clean qu'il n'y paraît, il va falloir nous méfier. Et plus on avance et plus ça devient étrange, différents pièges sont mis en place, et mieux vaut ne pas traîner si on veut s'en sortir, et plus important, découvrir ce qui se trame ici. Quand je vous dis qu'il vaut mieux se méfier, je ne rigole pas. Après avoir passé déjà un bon nombre d'épreuves, on parvient enfin à une petite maison. Sans surprise, l'entretien laisse un petit peu à désirer. Puis se fait entendre une petite musique qui évidemment pousse le joueur à se diriger vers la source de cette dernière. La petite fille, qui jouait paisiblement, panique visiblement. Évidemment, en voyant un gros taré venir fracasser sa porte avec une hache, ça n'aide pas. Bon là, il faut faire pause pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Là, on est dans une cellule visiblement, au vu des marques qui changent les murs, avec un seul tapis en guise de lit et une boîte à musique en guise de divertissement. Plusieurs interrogations s'offrent alors à nous. Qui est ce personnage? Depuis combien de temps est-il ici? Et enfin, et surtout, pourquoi? Le meilleur moyen, c'est la communication. Mais pour l'instant, elle est très difficile, pour ne pas dire inexistante. On ne peut que se mettre à sa place, elle est peut-être enfermée ici depuis des années, peut-être maltraitée, on ne sait pas. En partant à sa recherche, on tombe sur de drôles de mannequins réunis autour d'une table. Allez, je propose de pas trop traîner ici, hein. Alors qu'on la rattrape, l'échappatoire n'est plus possible, elle va devoir se résigner à nous faire confiance. Et elle décide même de faire le premier pas. Et voilà qui est déjà mieux. En coopérant, on parvient à récupérer la clé située dans le grenier, puis à sortir. En atteignant l'abri de jardin, on tombe sur la personne, la créature, enfin c'est comme on veut, qui habite les lieux. À première vue, il s'agit d'un chasseur qui dépece les bêtes, et on comprend rapidement que plus vite on s'en ira et mieux ça sera. Et petite taille oblige, nous voilà à passer par la petite trappe au lieu de la porte qui, évidemment, éveille les soupçons du chasseur. Avec un fusil et une lampe, on a intérêt à courir très vite. On parvient finalement à le semer via un terrier de je ne sais quoi, avant de pouvoir continuer à avancer tout en nous entraînant. Mais évidemment, le cauchemar ne s'arrête jamais. Il vient à peine de finir de commencer. Étape 2, le marais. Quoi de mieux que de patauger dans la vase pendant que notre assaillant, lui, est libre de tout mouvement. Fort heureusement, il nous reste quand même un petit peu de souffle pour nous accrocher à la vie. On parvient à sortir du marais et à rejoindre un deuxième cabanon, mais qui s'avérera salvateur cette fois-ci. À ce qu'on dit, il faut combattre le feu par le feu, et de toute façon, on n'a pas vraiment d'autre solution. Mais il faudra faire preuve de solidarité jusqu'au bout. Bon voilà, c'est fait, il ne nous reste plus qu'à partir le plus loin possible, et par n'importe quel moyen, même si ça inclut de traverser la mer sur une demi-porte qui fera office de radeau. Mais au fait, c'était qui ce type? Il nous voulait quoi? C'était quoi sa raison pour s'en prendre à deux pauvres enfants innocents et sans défense? Eh ben, je vais vous le dire. Ce type, comme vous l'aurez compris, il ne chassait pas uniquement des proies, qu'elles soient animales ou humaines d'ailleurs. Ce qui l'importait vraiment, c'était l'innocence qui nous compose. Et oui, tout comme dans le premier jeu, l'innocence de l'enfant s'est mise à rude épreuve. Et dès les premiers instants, le jeu nous glisse quelques indices subtils, notamment via cet environnement piégé, qui devient de plus en plus glauque au fur et à mesure de notre avancée. Non seulement il chassait notre innocence, mais il cherchait également à ôter notre humanité, peut-être pour nous transformer en un vulgaire trophée. On se retrouve à l'exact opposé de lui, pas seulement dans l'espace, mais aussi et surtout humainement. Il est silencieux et méthodique, il semble ne rien ressentir et agir avec froideur, ce qui le rend d'autant plus inhumain. Le jeu nous dit que dès les premiers instants de l'enfance, nous sommes confrontés à la violence et qui nous force de fait à nous en saisir pour avoir ne serait-ce qu'une chance de pouvoir continuer à avancer. Voilà, c'est super, notre innocence, on l'a déjà perdue et de manière précoce.
et le chasseur est représenté tel quel pour mettre en avant le danger que ce dernier représente, avec son arme notamment, et ses convictions surtout. Il symbolise on ne peut mieux une figure d'autorité ou parentale toxique qui aurait pour but de mieux nous préparer pour demain, parce que sans violence intérieure ou extérieure, on n'avance à rien dans la vie. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. En attendant, je vous propose un petit moment de détente au milieu de l'eau, sans rien d'autre pour nous pousser face au danger, et je pense qu'on l'a bien mérité. Bon, ceci étant dit, ça ne va pas durer bien longtemps, de toute façon, on n'allait pas errer à tout jamais. On arrive aux abords d'une immense ville, complètement distordue, à l'allure bien menaçante. Et nous voilà de retour dans un bâtiment, mais cette fois-ci la solitude semble régner, et ce n'est pas pour nous déplaire. On baigne d'ores et déjà dans cette immense ville dont l'ambiance est froide et presque glaciale. Seuls quelques vêtements parsèment le sol, ainsi que quelques télés qui sont toutes à moitié cassées, quoique, pas celle-ci tiens. Nous voilà seuls face à cette dernière qui semble nous appeler, et visiblement on ne peut pas y résister. On n'a plus qu'à régler la fréquence pour nous retrouver à nouveau plongés dans cet immense couloir qu'on a déjà eu le loisir d'explorer au tout début du jeu. On se lève, on court, de plus en plus vite pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière cette porte. Mais rebelote, alors qu'on se rapproche du but, nous voilà soudainement expulsés du couloir. Mais cette fois-ci, on ne se réveille pas d'un mauvais cauchemar, c'est notre chère amie qui nous en sort, elle qui était restée en retrait derrière la porte. Je sais pas encore si je dois la remercier ou non. Plus de télé du coup, nous voilà forcés à avancer. On arpente les rues avant de tomber nez à nez avec une école. Pour des enfants, c'est plutôt approprié, il ne reste plus qu'à savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Tiens, ici c'est déjà plus lumineux. On passe alors de conduit en conduit avant de tomber sur quelque chose d'étrange, de drôles de pièges déjà, et surtout d'étranges silhouettes qui semblent nous fuir, encore et encore, sans raison apparente. Mais qui sont-ils? Eh bien ça on va très vite le découvrir puisqu'un nouveau piège se referme à nouveau. De notre position, on ne peut rien faire si ce n'est que assister, impuissant à la capture de notre seul allié en ce monde. Le point positif c'est qu'on a un marteau et qu'on va au moins pouvoir tenter de nous défendre. Et c'est là qu'on en fait la rencontre. La terrible maîtresse de classe, pas un bruit ne règne, seuls les élèves qui écrivent, les pages qui se tournent et le bruit de la craie sur le tableau. D'ailleurs, elle a un cou assez long, assez pour surveiller tout le monde depuis le tableau. C'est à se demander si elle est humaine ou girafe. En attendant, on est encore en solitaire et notre amie ne se sauvera pas toute seule. Alors on affronte avec discernement toutes les épreuves et les dangers qui se dressent sur notre route, de la bibliothèque à la cantine, avant de nous retrouver avec la maîtresse, en face à face cette fois-ci. On arrive finalement à passer, et détruisant tout le monde sur notre passage, à l'atteindre, enfin. L'avantage, c'est que nos retrouvailles ne font que renforcer le lien qui nous unit, nous poussant à agir de manière plus coordonnée et réfléchie. Cependant, on est encore très loin d'être en sécurité, puisque vous entendez ce fameux piano, oui, c'est bien elle qui en joue. Elle joue bien d'ailleurs, mais c'est pas trop la question. Et après une course-poursuite effrénée à travers les conduits, nous voici enfin à l'air libre. Sous une pluie battante et une teinte glaciale, mais au moins hors de danger. Pour le moment. Bon, vous vous en doutez, n'est-ce pas? On ne peut pas survoler l'école comme ça, sans dire toutes les choses qui doivent l'être à propos de cette dernière. Eh ben alors je m'y colle. Pour commencer, tout comme dans la première partie du jeu qui se déroule dans la forêt, l'environnement dans lequel on évolue est sale et lugubre, premier symbole d'oppression que l'on subit. Mais si ce n'était que ça, l'un des éléments principaux, vous vous en douterez, est la maîtresse. Pour commencer, elle est carrément flippante. Non mais sans déconner, vous avez vu sa tête? Non, plus sérieusement, eh bien, elle est omniprésente, se trouvant partout là où on se trouve, à commencer par la salle de classe, puis dans les couloirs, dans les bureaux, et même dans la bibliothèque et la pièce où elle joue du piano. Et déjà, c'est un indice et un gros. Un peu comme son cou d'ailleurs. Vous allez me prendre pour un fou, mais oui, il y a bel et bien une corrélation. Tout ça c'est pour dire que non seulement elle est partout, et elle vous surveille en permanence d'une part, mais son coup d'autre part lui permet, même lorsqu'on est confiné dans une salle bien spécifique, de surveiller les faits et gestes de chacun, et ce dans le moindre détail. Tout ça pour dire que cette dame-là, elle incarne cette figure d'autorité qui ne laisse personne indifférent, elle est carrément terrifiante. Et les images parlent d'elles-mêmes, les élèves sont complètement tétanisés par son comportement, n'osant même pas parler. Et en découle la violence intrinsèque que subissent ces enfants, ici représentés par les élèves pantins de l'école. Et en fait, c'est un schéma plutôt bien rodé. Les élèves craignent cette fameuse figure d'autorité, subissant sa violence de plein fouet. Mais le pire, c'est surtout qu'ils la reproduisent entre eux. Dans cette école, c'est la loi de la jungle, celle du plus fort qui règne. Et ça donne lieu à des scènes complètement irréalistes, mais qui, après réflexion, ne le sont pas tant que ça. Si ? Un autre point des plus importants que l'on doit aborder, c'est l'uniformisation des élèves. Là, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit les développeurs avaient trop peu de moyens et n'ont modélisé qu'une seule armature pour les élèves,
Soit ils ont fait le choix, d'après les messages que transmettent le jeu, de les faire tous identiques pour justement dénoncer l'uniformisation et la perte de l'identité. Et personnellement, je pencherais plutôt vers cette deuxième option. Et on le voit bien, les marionnettes ont toutes le même visage, elles sont identiques, elles agissent de la même manière. Peut-être que c'est ce que le jeu veut dénoncer, tous ces élèves qui se rapprochent plus de robots que d'humains, qui semblent être formatés non pas pour devenir ce qu'ils veulent devenir, mais plutôt pour devenir ce qu'on attend d'eux. Et voilà, on y vient, ce système éducatif est destructeur, répressif, écrasant la singularité. Le but ici c'est d'avoir 100 enfants qui pensent la même chose et de la même manière, plutôt que d'en avoir 100 différents qui pensent de manière différente et qui aspirent à se diriger vers différents horizons. Avec comme outil principal, comme vous l'aurez sûrement remarqué, la peur. La peur pour formater socialement dès le plus jeune âge. Mais jusqu'où ça dure concrètement ? Bon, pour répondre à cette question, je vous propose de passer à la suite. On va juste faire abstraction de l'histoire 10 secondes pour contempler ce plan qui est d'une beauté sans égale à mes yeux. Et ça me fait étrangement penser à l'un des premiers plans de Little Nightmares 1. D'ailleurs, c'est pas la seule ressemblance avec ce dernier. Tiens, ne serait-ce pas ce fameux imperméable jaune qui traîne sur le sol ? Mais non, c'était Six depuis le début, OMG. Bon, vous l'aurez sûrement deviné dès les 5 premières minutes du jeu si vous ne le saviez pas déjà. Pas facile de garder le secret jusqu'ici, je vous avoue. Allez, on avance encore et nous voici cette fois-ci dans un drôle d'hôpital. Enfin, drôle façon de parler. C'est juste que des lits et des brancards qui flottent de la sorte, on voit pas ça partout. Ceci étant dit, l'atmosphère qui règne y est presque apaisante. Et alors qu'on arrive dans le noir, une lampe de poche nous attend gentiment, au cas où vous doutiez encore de la nature axée horreur du jeu. Et il y a encore ce drôle d'œil d'ailleurs, il est encore là en train de nous observer. Bon, pour l'instant, on est dans le noir, c'est désert, mais on est a priori seul, donc rien à craindre. Et voilà, on retrouve un petit peu de lumière, mais surtout cette bonne vieille télé. Et le petit manège recommence une fois encore. Six disparaît, nous laisse régler la fréquence, un peu de temps pour courir et nous rapprocher de la porte avant de nous expulser de la télé. Le bon côté des choses, c'est que ça nous permet de prendre conscience des genres de mannequins qui sont disposés en cercle et dans des fauteuils autour de la télé. La salle suivante nous démontre qu'on est bel et bien dans un hôpital dans lequel tout semble encore fonctionner, qui plus est, mais s'il était si abandonné que ça, pourquoi continuerait-il à être alimenté ? Peu importe, on avance. Et là on s'enfonce encore un cran dans le côté glauque, des genres de jambes et membres de mannequins jonchent le sol et le plafond, on se croirait dans un genre de bloc opératoire. Et juste après ça, on se penserait dans une espèce de réserve tant il y en a. Et la troisième salle est la bonne, effectivement, il y a d'autres êtres vivants ici, si on peut appeler ça des êtres vivants. Mon dieu, c'est immense. En fait, si on a marre de fuir et de subir en permanence, il faut se lever et se battre. Fracasser des mains qui ressemblent étrangement à Créa Main de Super Smash Bros. Juste après ça, on tombe sur Six en train de triturer je ne sais quoi sur ce bras. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang ? Oh, là, ça commence à être sérieux. Dans la lumière, tu sauras, avancer, tu ne pourras pas. Pas mal l'imitation du père Fouras, hein ? Un tour de passe-passe et le voilà enfermé dans sa propre cellule, a taste of his own medicine, mon pote. Bon, ok, là il commence à y avoir sacrément du monde. Et pour cette portion du jeu, âme sensible s'abstenir, surtout si vous avez horreur de vous faire courser par des hordes de monstres. Allez, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Ouf, enfin hors de portée, on va pouvoir souffler un petit peu. Oh ! Bon, c'est rien. Ils ne peuvent pas nous atteindre, je crois. Cette scène est des plus marquantes, ma parole. Et comme si ça ne suffisait pas, il en sort de toutes les cellules comme un nid de frelons après le passage de Etienne LGF. Cette fois-ci, on va vraiment pouvoir souffler. Bon, ici, mieux vaut retenir sa respiration tout de même. Oh non, encore eux. C'est simple, il suffit de faire la valse et tout ira bien. Bon sang, mais ils sont combien là-dedans ? Et pourquoi il y a une chaise électrique ici ? Bref, on avance. Enfin, on descend, pour être plus exact. Sombre, avec toujours autant de mannequins et d'articulations qui traînent par-ci par-là, mais rien d'alarmant pour l'instant. Jusqu'à ce que Démoniac fasse son retour. Bon, ici c'est simple, il n'y a pas 36 solutions, la coopération. On survit tous les deux et tout le monde est content. Et on forme plutôt un sacré duo, toi et moi. Même si t'es un petit peu lente à enlever les planches, je vais pas te mentir. Faut vraiment tout faire soi-même ici. Berk. Des masques immondes, j'ose même pas imaginer qui voudrait porter ça. Ah bah lui, tiens, j'aurais dû m'en douter. On arrive à peu près à s'en débarrasser pour le retrouver quelques instants plus tard. Décidément, ce chirurgien ne veut pas nous laisser tranquille. Bon, comme on l'a déjà vu, il faut combattre le feu par le feu, alors désolé, mon pote. Au moins ça nous permet de nous faire la malle, et vous le savez bien, un jeu d'horreur n'a jamais un jeu d'horreur s'il n'y a pas de course-poursuite haletante, surtout celles pendant lesquelles vous ne pouvez que fuir sans jamais riposter, comme c'est ici le cas. Mais comment il arrive à faire ça d'ailleurs ? Se déplacer si agilement au plafond, sans jamais tomber ni se déséquilibrer ? Faudrait que je lui demande, tiens. En attendant, il est en train de détruire son propre hôpital, grand bien lui fasse. Vous vous souvenez quand j'ai dit le feu par le feu ? Eh bien ici ça n'a jamais été de manière aussi littérale.
quoi de mieux que de se réchauffer dans ce monde glacial à la chaleur de son assaillant? Bien, Six, très très bien. Voilà, on va enfin pouvoir sortir de cet enfer. Pas sans une petite canette, on a quand même bien mérité ça. Un peu d'air frais ça fait du bien, même si ça veut dire se retaper la pluie battante à l'extérieur. Bon, vous commencez à me connaître, une petite analyse s'impose, n'est-ce pas? Dans ce fameux hôpital, honnêtement, c'est pas la portion du jeu qui se prête le plus à une explication un peu approfondie, mais cette dernière mérite d'être mise en lumière tout comme les autres parties du jeu. Un endroit sombre, lugubre et abandonné annonce la couleur, ou plutôt l'absence de couleur justement. La première chose qui saute aux yeux, ce sont les patients, qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs. Ils sont représentés par des mannequins, toujours sans tête, et c'est un détail qui a son importance. Ils sont presque traités sans égard, ou au contraire avec le même égard, alors qu'ils se sont très probablement retrouvés ici pour des raisons tellement différentes. On peut faire le lien avec le chapitre précédent, celui de l'école, où tous les élèves ont la même tête. Ici, aucun n'en a, c'est une autre manière de montrer que c'est le même tarif pour tout le monde. D'ailleurs, ils sont complètement figés dans le temps et l'espace, à moitié perdus dans cette vaste obscurité. Ils sont abandonnés, ça et là. Leur souffrance est palpable. D'ailleurs, leur corps est totalement fragmenté, qui fait là encore référence à cette uniformisation et à cette destruction de la personnalité voulue et recherchée, que ce soit à l'école, l'hôpital ou n'importe où ailleurs. D'ailleurs, le fameux chirurgien, si on peut appeler ça comme ça, en fait, c'est plus un bourreau qu'autre chose. Et on l'a bien vu à sa manière notamment de traiter les corps comme des poupées de chiffon. Dans la globalité, ce qu'il faut retenir, c'est un système aliénant, tout comme dans le premier jeu, mais qui passe ici par un aspect de surmédicalisation, qui met en avant la déchéance du corps. À mes yeux, l'hôpital est loin d'être le lieu le plus parlant, bien que l'un des plus immersifs et flippants. Pour moi, la suite est d'autant plus parlante et je pense que beaucoup plus de personnes pourront se reconnaître dedans. Bon, qu'est-ce qu'on attend? On reprend notre histoire? Changement d'ambiance ici, on est dans un genre d'immeuble, carrément plus éclairé que l'hôpital. Un corps ça et là, et mais qu'est-ce qui lui prend celui-là? Bah déjà, il a pas de visage, et il fonce littéralement tête la première dans une télé. Pourquoi pas? Et en voilà un autre qui apparemment ne peut pas détourner les yeux de sa télé, puis encore un autre, et encore un autre, même dans son bain. Faut faire attention à ce genre de choses, monsieur, hein. Et puis c'est là qu'on la voit pour la première fois. Un genre d'immense tour, de laquelle semble émaner une énergie qui dépasse celle de tout le reste, et qui surplombe toute la ville avec une facilité assez déconcertante. Évidemment, elle cache des choses, mais quoi? Allez, petit saut d'obstacle pour bien enchaîner et ne pas perdre la cadence. Et alors qu'on s'enfonce à nouveau dans un bâtiment, tout se met à s'effondrer, on perd totalement le contrôle, chacun essaye de faire comme il peut pour ne pas se faire écraser par un immense bloc de pierre. Et puis, plus rien. On se relève tant bien que mal, mais en voilà une qui ne bouge plus. Eh, t'as pas le droit de nous abandonner. On a besoin l'un de l'autre pour continuer à avancer, tu ne peux pas nous faire ça. Ouf, tout va bien, j'avais peur que tu ne sois plus de ce monde, tu sais. Comment j'aurais pu continuer, physiquement, mentalement, et tous les endroits où il faut être deux pour avancer. On aurait pu mourir 100 fois l'un sans l'autre. Bon allez debout, faut bien que je marche jusqu'à ma télé moi, et tu seras gentil de ne pas m'interrompre cette fois-ci. Et si je vous disais qu'on courait, qu'on se rapprochait de la porte, mais que cette fois-ci personne ne nous mettait de bâton dans les roues, et qu'on parvenait à l'ouvrir, et que derrière se cachait... Slenderman? Non, c'est pas lui je sais, mais il lui ressemble bien, vous pouvez pas me retirer ça. Six par contre là, faut vraiment que tu me sortes de là, genre très vite. Pouf, on l'a échappé belle. Mais attends, c'est pas lui qui arrive là par la télé? Mais c'est Slenderman ou Sadako à la fin? Peu importe, on a intérêt à courir vite. L'avantage c'est qu'il a pas l'air de se déplacer si rapidement que ça. Mais si on est dans un cul-de-sac, ça ne change rien. Et puis Six, je suis désolé, mais ta planque elle est vraiment pas ouf. Évidemment qu'il te voit. Les questions qui se posent désormais sont les suivantes. Qui est ce type? Pourquoi il s'en prend à nous? Et où a-t-il emmené Six? Il va falloir continuer à avancer pour le savoir. Bon, ok, nous voilà seuls, c'est super. On a quoi à perdre maintenant, concrètement? Autant aller voir ce qui se passe directement dans la télé. Tout se passe très vite, un œil, et en une fraction de seconde, on ressort d'une autre télé.
Et ça veut surtout dire nouvelle mécanique. C'est un petit peu comme Portal finalement, tu rentres par ici et tu ressors par là, c'est plutôt pratique. Après un petit peu de parcours sur les toits de la ville, voilà une personne de plus complètement happée par sa télé. On arrive tranquillement à se débarrasser d'elle grâce à notre télécommande nous permettant d'allumer et d'éteindre les télés à notre guise, et étant donné qu'elle n'a dû que pour ça, et encore un. Malheureusement pour celui-là, il n'y avait pas de barrière pour l'empêcher de tomber. On arrive à passer, mais je dois vous avouer qu'on a eu chaud. Un peu de parcours à nouveau, et nous revoilà face à cette tour qui, comme nous le démontrent les images, semble avoir un contrôle quasiment total sur la population de la ville. C'est à peine s'ils semblent être conscients, mais ils se jettent tous du haut du toit sans se poser de questions, peut-être à cause d'une forme de communication avec la tour, comme des ondes par exemple. Certains semblent résister plus que d'autres, mais le pire c'est qu'il y en a encore plus derrière. À ce moment-là, c'est sûrement toute la ville qui se retrouve dans cette situation. Après quelques acrobaties, voilà non pas une personne, mais tout un attroupement qui se dandine devant une télé. En fait, ça peut être un petit groupe comme une immense foule. Le problème avec ça, c'est que dès que vous éteignez leur télé, ils pètent un câble. Mais ça va, on a plusieurs cordes à notre arc, on court et nous voilà safe. Et j'ai une bonne surprise pour vous. Parce que si c'est bloqué là, à l'intérieur, on n'a plus qu'à aller la sauver, tirer plus fort, un peu plus fort encore. Bon ok, Slenderman ne veut pas la laisser tranquille, mais pourquoi il s'en prend à elle et pas à nous? Il pourrait très bien nous avoir aussi facilement. Super, j'ai ma réponse, il nous veut aussi, et ça c'est déjà plus sensé. Nous ne reste plus qu'à hacher la porte comme au tout début du jeu et grimper, s'accroupir, rester discret, forcer, glisser, se dépêcher, courir. Bon, une fois n'est pas coutume, la chase est au rendez-vous. On se trouve alors dans un genre de train qui semble avoir été déserté depuis un bon moment. Au sommet de tout ça, on parvient à scinder les deux wagons et à prendre la fuite, mais pas à n'importe quel prix. À cette vitesse et pour un aussi petit être, le choc pourrait être fatal. Bon, ça va, on a à peu près rien. Je vous laisse savourer la beauté de ce plan, les bâtiments, les lampadaires, la pluie, la tour et enfin nous. Et évidemment, le Thin Man, de son vrai nom, l'homme fin. S'ensuit un fight à couper le souffle entre ce dernier et nous-mêmes. Et aussi étrange que cela puisse paraître, on a de quoi lutter. Pourquoi et comment? Là n'est pas la question pour l'instant, l'essentiel est de survivre. Parce que mourir maintenant équivaudrait à avoir affronté tous ces dangers pour rien, on ne peut pas se le permettre. Alors on l'affronte avec ferveur, parce qu'on ne peut plus tellement reculer, parce que le feu se combat par le feu comme on l'a si bien dit, et parce qu'on doit venger Six d'une part, la sauver d'autre part, alors on n'a pas le droit à l'échec. Et de toute façon, il ne mérite pas d'être mieux traité qu'il ne traite les autres. Et voilà, c'est chose faite. Ce qui est un petit peu étrange et perturbant, c'est qu'on a en quelque sorte hérité de ses pouvoirs et qu'on commence à avoir une sorte de pouvoir sur l'environnement qui se distord autour de nous. Bon, on verra ça plus tard, en attendant nous voilà au pied de la tour, et si Six est quelque part, c'est bien là-dedans, alors pas de temps à perdre. Mais avant de rentrer dans la tour, laissez-moi vous parler brièvement de tout ce qui vient de se passer. Tout ce qui se passe dans cette ville, on ne peut clairement pas passer à côté. Encore et toujours, on a affaire à un environnement gris et froid, où le contrôle règne. Les télés sont omniprésentes, les passants complètement amorphes. Et la première critique, elle se trouve là, la dépendance aux écrans. Je pense que, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Bon, ici en l'occurrence c'est une vidéo, donc plusieurs images, mais vous avez compris.
Entre ceux qui se jettent littéralement la tête la première dans les télés, ceux qui, complètement abrutis par cette dernière, ne prennent même pas le temps d'analyser l'environnement qui les entoure avant de passer d'une télé à une autre. Oui, la critique elle est bien là sous nos yeux, ils ne voient que leur télé et rien d'autre. Sauf lorsqu'elles sont éteintes, aussi éteintes que leur esprit critique peut être. Arrêtez-moi si je me trompe. La tristesse de ces images, c'est que tout le monde fait la même chose sans se poser la moindre question. En fait, tout comme les élèves de l'école, tout comme les patients de l'hôpital, ils sont totalement dépourvus de ce qui les rend uniques. En gros ici, l'humanité laisse place au comportement de masse. Ils ne pensent plus réellement, ils ne pensent sûrement que ce qu'on leur dit de penser, si tant est qu'on puisse encore appeler ça pensée. Évidemment, tout ceci est un petit clin d'œil aux médias qui, grossièrement, aspirent la personnalité des gens qui osent les regarder. Ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est que il n'y a aucune individualité, ils sont tous interchangeables autant qu'ils sont, même comportement, même posture, de véritables clones. Ce qui est fort, c'est la représentation d'une foule littéralement aspirée par les télés. Les médias, puisque non seulement ils perdent leur conscience, mais également leur corps au travers de ces écrans. En gros, les gens sont hypnotisés. Ils ne vivent que pour regarder. Ils cessent presque d'exister en tant qu'êtres pensants. Fini les émotions, fini la volonté, fini la personnalité, les gens meurent intérieurement, complètement aliénés par les images. Il ne reste alors plus que la dépression, l'isolement, la perte d'un lien réel avec les autres. Bon, nous on doit aller retrouver Six, et on a encore plein de choses à dire comme vous pouvez vous en douter. Et pour celles et ceux qui n'auraient jamais joué au jeu, vous risquez d'être surpris. Revoilà ce fameux couloir, mais étrangement, il n'a plus la même allure oppressante qu'avant. Peut-être parce qu'on vient de vaincre le Thin Man et qu'on ne redoute plus qu'il se trouve derrière la porte. À l'intérieur, rien n'est censé. Une musique émanant de tous les côtés, des portes de partout et des objets qui flottent. L'espace et le temps sont complètement distordus. On passe notre temps à rentrer dans des portes et à gravir des escaliers, le tout en suivant cette musique envoûtante, la même que celle qui émanait de la boîte à musique de Six au tout début du jeu. Encore des escaliers et des portes, et des escaliers et des portes, jusqu'à ce qu'on parvienne enfin jusqu'à la boîte à musique, plus grande que dans mes souvenirs. Ah, te voilà enfin, toi aussi t'es un peu plus grande que dans mes souvenirs. En attendant, elle n'a pas l'air hostile malgré son air terrifiant et elle ne nous attaque pas. Il ne nous reste plus qu'à nous saisir du marteau et à décimer cette boîte qui semble l'hypnotiser et maintenir en otage la vraie Six. L'espace d'un instant, on se retrouve dans un espace vide, avant de revenir à la réalité. Bon, Six, qui est d'ailleurs déformée de toutes parts, n'est pas contente du tout qu'on s'en prenne à sa boîte à musique et elle nous le fait bien comprendre. Après tout, c'était son seul jouet durant toute la durée indéterminée de son emprisonnement. Alors vu comme ça, on arrive finalement à nous cacher et à la semer. Avant de revenir à la charge avec une hache cette fois-ci, bien décidé à mettre fin à cette mascarade. En se servant des portails qui nous font passer d'un bout à l'autre de la pièce, on parvient une fois de plus à asséner un coup sur la boîte. Et on se retrouve à nouveau dans cet endroit clos et désert, mais cette fois-ci on y reste. Mais qu'est-ce qu'on est censé y faire ? Sortir via cette porte, j'imagine, et la hache ne laisse aucun doute là-dessus, il faut forcer le passage, et la boîte n'est pas encore détruite. Une fois de plus, et grâce au portail, on arrive à mettre un troisième coup sur la boîte qui ne lui sera toujours pas fatal. Rebelote, endroit désert, hache sur la porte, retour à bon port. Utilisation des portails et quatrième coup sur la boîte. Pas le dernier, mais assez puissant pour tout faire changer. Épuiser Six qui n'a plus la force de se battre. Et cette fois-ci, c'est la bonne. On retrouve notre bonne vieille Six, notre amie depuis le début du jeu, celle avec qui la confiance s'est bâtie et ne s'est jamais effritée. Preuve en est, on vient de la sauver. Mais pas le temps de fêter ça. Le monde s'écroule, il faut y aller. Des yeux surgissent de toutes parts. Une immense masse distordue et visqueuse se répand partout. Six est devant, on la talonne de peu, on grimpe comme on peut. Chacun ne pense qu'à courir. Dans la tête, tout va très vite. Tout ce qui importe, c'est de survivre. Sauter, s'accrocher, trébucher, mais surtout, très vite se relever. Et ce célèbre pont, il est là. La porte salvatrice se trouve au bout, on n'a plus qu'à le traverser et on pourra vivre heureux, dans un monde qui ne soit pas pourri jusqu'à la moelle. On n'est pas encore tiré d'avance, mais ça devrait le faire, non ? Six est devant, à quelques mètres, peut-être 7 ou 8, et là le temps se fiche presque, puisque tout ce qu'on a accompli au long du jeu se concrétise maintenant. Le pont commence à s'effondrer et tout le monde retient son souffle. Mono court, s'élance. Six se met en position pour nous rattraper et arrive à se saisir de notre main comme elle l'a déjà fait tant de fois. On l'a fait. On a réussi. On a vaincu ce monde. Allez, je sais que t'es à bout de force, mais s'il te plaît, fais l'effort de me remonter. Le temps est compté. Le temps est long. Tellement long. À quoi est-ce que tu penses ? Tu comptes tout de même pas ?
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on est vivant. La mauvaise, c'est que j'ai pas la moindre idée d'où on se trouve et j'ai peur. J'ai super peur. On se retrouve à marcher sur cette fameuse substance qui nous pourchassait encore quelques minutes auparavant, jusqu'à ce qu'on atteigne le seul endroit atteignable, une chaise. Une chaise qui révèle le monde dans lequel on se trouve, entouré de milliers d'yeux, ceux qui composent ce monde pourri. Bon, en gros, on a cette chaise et on est bloqué ici, pas de livre à lire, pas de papier et de crayon pour dessiner, pas de pinceau ni de tableau pour peindre, pas de forêt ou de montagne à explorer, rien que cette chaise, réduite à son utilité première, à savoir s'asseoir. Alors on s'assoit et on attend. Le temps coule et passe et on grandit, inéluctablement. Le temps passe tellement qu'on a un chapeau qui nous pousse sur la tête. Bon, bah vous avez compris, tout comme moi, le Thin Man, c'est nous. Tout commence étrangement, de la même manière que dans Little Nightmares, un endroit inconnu et surtout très grand, qui nous montre quelque chose dont on n'a pas la moindre idée sur l'origine. En se rapprochant suffisamment, on constate une porte sur laquelle est apposé ce fameux œil, symbole de contrôle dans le premier opus du jeu. On se rapproche encore et au moment où l'on pense pouvoir découvrir ce qui se cache derrière la porte, plus rien. C'est comme ça que tout commence. On incarne Mono avec notre fameux sac en papier sur la tête, presque aussi légendaire que Six l'est à son imperméable jaune. Quoi qu'il arrive, on commence seul. Est-ce qu'on vient de rêver? Est-ce qu'on a vu ça dans la télé située juste à côté de nous? Pour trouver réponse à nos questions, rien de mieux que d'avancer dans cette forêt un peu sombre mais paisible aux premiers abords. Bon, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Vous avez eu assez d'éléments là? Et oui, vous l'avez bien compris, tout commence comme ça se finit. La boucle est bouclée et le cycle peut recommencer. Mais... J'ai encore des choses à vous dire parce que on a tout un tas de questions sans réponse auxquelles je me dois d'essayer de répondre. À commencer par celle-ci. Pourquoi Six nous lâche-t-elle du pont? Sachant que c'est nous qui la sauvons au tout début, et si on est le Thin Man, comment peut-on faire sa rencontre tout au long du jeu? Bon, pour commencer, on va traiter ce que tout le monde a plus ou moins compris. D'après les images comme on a pu le voir, Mono, lâché par Six du haut du pont, se retrouve à errer seul dans ce monde sans quelconque moyen d'en sortir. Il est alors condamné à attendre indéfiniment, il finit inéluctablement par grandir, presque un petit peu trop d'ailleurs, jusqu'à devenir le fameux Thin Man que l'on connaît. Et c'est ce qui pourrait d'ailleurs en partie expliquer l'origine de nos pouvoirs lorsqu'on affronte ce dernier, lorsqu'on s'affronte nous-mêmes finalement. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt déjà, on est face une fois de plus à un cycle éternel. Et ce qui nous le prouve, c'est la présence du Thin Man avant même qu'on ne le devienne. On a un Mono qui, à travers le Thin Man, fait face à une certaine fatalité, une perte de soi. Parce que évidemment, même si Mono devient ce fameux Thin Man, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la même personne. Puisque d'un côté, on a un Mono totalement désemparé, altruiste, qui cherche à fuir ce monde tout autant que Six. Mais le Thin Man, lui, est radicalement différent, au point de vouloir capturer Six, ce qui est compréhensible, mais également au point de vouloir se capturer lui-même. Mais pourquoi faire? Se formater plus qu'il ne l'est déjà? Ou bien serait-ce une stratégie qui lui permettrait à son tour de fuir ce monde? Malheureusement, seules les théories peuvent venir nous aider à ce sujet-là. Bon, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Six. Six lâche Mono. Pourquoi? Eux qui avaient bâti une réelle relation de confiance tout au long de l'aventure où, sans l'autre, la survie aurait été compromise. Et justement, si Six avait lâché Mono plus tôt, jamais il n'aurait pu la capturer en tant que Thin Man, avant de la sauver ensuite à nouveau, en tant que Mono cette fois-ci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mono aide Six, tout comme il tente de la renverser en tant que le Thin Man. La seule différence entre ces deux derniers, c'est que le Thin Man, lui, sait ce qui est sur le point de se produire. Et c'est pour cette raison qu'il l'a perverti. Il la transforme en cette créature avec sa boîte à musique, tellement pervertie par ce monde, sans la moindre chance de s'en sortir. Mais c'était sans compter sur Mono et sa bonté. Mono s'est guidé lui-même jusqu'ici, ou c'est plutôt son innocence qui l'a guidé jusqu'ici. Mais la vérité, c'est que la fatalité le rattrape. Sa bonté le perd et il devient le Thin Man. S'étant auto-guidé en quelque sorte à le devenir, cette facette plus sombre de lui qu'il découvre après la trahison. Mais je vais vous proposer une autre manière de voir les choses. Et si Six n'était pas si mauvaise qu'il n'y paraissait?
Elle lâche Mono. L'explication de base, c'est la non-réciprocité de la confiance. Et surtout, l'enjeu de survie à l'instant T qui pousse à l'égoïsme. Mais si on voyait les choses autrement? Et si Six, sachant que Mono devient le Sandman, ne cherche en réalité pas à empêcher les deux de se retrouver? On aurait alors affaire au cas de figure suivant. Six n'est jamais capturé, le Sandman ne la transforme jamais, et Mono n'a donc pas à la sauver, et les deux pourraient peut-être, théoriquement, s'enfuir. Bon, évidemment ce n'est qu'une de mes théories, mais je pense qu'elle vaut la peine d'être mise en lumière. Pour concrétiser tout ça, tout est écrit, comme on l'a dit, c'est une boucle. Mono devient ce qu'il fuit depuis le début, avec pour cause la trahison, ses traumatismes, et de fait la perte de son innocence. Il a beau résister, mais le destin semble inévitable. Ensuite, il existe des théories complémentaires. Comme on le sait, plus on avance dans le jeu et plus on perd notre innocence, ce qui nous pousse à combattre le feu par le feu, la violence par la violence. Et Six, tout comme dans Little Nightmares 1, ne déroge pas à cette règle. La relation entre Six et Mono est en quelque sorte toxique. Il sauve Six, l'aide, guidé par le lien et la coopération. Et c'est très solide au début. Mais on constate effectivement que Six devient de plus en plus brutal. Mono, quant à lui, devient de plus en plus hanté progressivement par le Sandman, le poussant à l'isolement, et c'est comme si, plus il s'attachait à Six, et plus son destin se scellait. La première vraie théorie est la suivante. Six, capturé par le Sandman, est enfermé dans la tour, entrevoit l'avenir et ce que devient Mono. Voyant ce qu'il devient, elle décide de ne rien risquer et le lâche en agissant par instinct de survie. La deuxième serait que Six devient simplement froide au fur et à mesure de l'avancement du jeu. Elle devient glaciale et égoïste et se décide à n'agir que pour elle-même, même si cela implique d'abandonner Mono. Mais elle n'est pas incohérente, loin de là, parce que rappelez-vous de ce qu'on a traité plus tôt et même dans ma précédente vidéo sur le premier opus du jeu. On perd humanité et innocence. On se fait corrompre petit à petit sans même nous en rendre compte. Et après ça, la boucle que l'on connaît, un Mono enfant qui fuit son avenir pour redevenir le Sandman encore et encore. Et les télés sont un symbole fort du jeu, d'une part parce qu'elles aliènent complètement la population, mais surtout parce qu'elle est la clé pour Mono, lui permettant de se rapprocher de lui-même à chaque fois un petit peu plus. Lorsqu'il cherche à ouvrir cette porte, inconsciemment, il doit savoir. Il se cherche, mais lorsqu'il le découvre, son sang ne fait qu'un tour et il n'est peut-être pas prêt à accepter cette fatalité. Les télés agissent comme des portails dans l'espace, alors pourquoi pas dans le temps? Pourquoi ne parviendrait-il pas à prendre une télé à la toute fin pour revenir au tout début, pour répéter le cycle une fois encore? D'ailleurs, vous vous souvenez de la toute première fois où la télé fait office de téléporteur? Qu'est-ce qu'on y voit? Le fameux œil. Les étranges parois qui composent le monde d'en bas après notre chute. Comme on l'a vu, les télés sont connectées à Mono d'une manière ou d'une autre. Sauf que notre chute, on ne la voit jamais réellement après que Six nous ait lâchés. Sauf ici, peut-être. Ce moment précis nous montrerait la chute, au moins en partie, que l'on n'a jamais eu l'occasion de voir à la toute fin du jeu. Et de fait, ça viendrait encore un petit peu plus appuyer la théorie de la boucle infinie. Mono, une fois de plus, aurait des brides de souvenirs en passant dans les télés et y entreverrait ce qui va se passer, ou ce qui s'est d'ailleurs déjà passé. Et pour le coup, les deux fonctionnent. Dès les premiers instants, Mono est déjà piégé par le destin. Et Six accélère sa chute, par peur, froideur ou égoïsme. Et le cycle se répète. La peur, la solitude et la douleur engendrent la monstruosité. Une raison qui est beaucoup évoquée et qui expliquerait simplement pourquoi Six lâche Mono lors de la scène du pont serait qu'elle aurait perdu la mémoire après son passage dans la tour. La seule image donc qui lui reste de Mono est celle de la personne qui essaie ni plus ni moins que de briser sa boîte à musique, même s'il s'agissait du seul moyen de la sauver. On peut d'ailleurs revenir un petit peu plus loin encore lorsqu'elle se fait capturer pour la première fois. Elle serait alors rancunière envers Mono qui ne lui serait pas venu en aide à ce moment, même si peu après il tente de l'aider lorsqu'elle est prise au piège dans la télé. Leur relation aurait donc pris un coup à cause de ces incidents, même si dans le fond, ils démontrent toujours leur confiance et attachement mutuel. Une autre théorie, très basée sur l'univers du jeu, stipule que, comme on l'a vu précédemment, il s'agirait simplement d'une boucle, Six lâche Mono qui devient alors le Sandman. Au début du jeu, on pensait à juste titre que ce dernier est simplement un antagoniste, si ce n'est l'antagoniste. Mais par la suite, on comprend simplement qu'il s'agit du Mono du futur et qu'on est au cœur de cette boucle infernale. Et ça serait en grande partie ce qui expliquerait pourquoi Mono peut notamment contrôler les signaux des différentes télévisions. Au cœur de la boucle, il serait simplement familier avec cet univers à cause de ce qu'il est censé devenir. La trahison de Six est dès lors le déclencheur de la transformation de Mono. Chaque boucle serait alors une tentative de changer le destin, mais qui échouerait à chaque fois. Il y a également une autre théorie très intéressante. Tout au long du jeu, on peut apercevoir des genres de petites ombres qui représenteraient la face cachée de Six, qui serait d'ores et déjà corrompue par ce monde. Mais au fait, est-ce que vous vous souvenez comment tout commence à chaque fois, que ce soit dans le premier ou le deuxième jeu ?
Non? Exactement. Tout est flou. Tout comme Mono aurait des flashbacks d'une des versions précédentes du cycle, ça pourrait tout à fait être le cas pour Six également. À base d'instinct ou de souvenirs vagues, elle se méfierait inconsciemment de Mono, se souvenant d'éventuelles brides de trahison ou de souffrance. Ici, la trahison de Six ne serait alors qu'une sorte de réflexe de survie, encore une fois, mais sans toutefois qu'il y ait d'explication très claire derrière. En fait, la seule chose dont on est sûr ici, c'est que tout simplement, tout commence comme ça se termine, et qui est un indice parmi d'autres ayant pour but de mettre le joueur sur la voie de la boucle. Mais j'en ai encore sous le coude, ne vous en faites pas, notamment celle de la tour. La tour, comme on le voit si bien au cœur du jeu, manipule tout le monde, sans exception ou presque. Dès lors, il serait possible que Six n'ait pas trahi volontairement Mono, mais aurait simplement été manipulée par les ondes de la tour, étant donné que l'on se trouve en son centre. Elle contrôlerait à peu près tout et tout le monde, forçant les autres à agir à sa guise, et décidant ainsi du destin de chacun. Elle se délecterait avec un malin plaisir d'une trahison forcée entre les deux enfants. Mais dans tous les cas, cela corrèle très bien au monde dans lequel on évolue, sans avoir aucune prise ou presque sur les décisions que l'on prend, ou plutôt les décisions que l'on a l'illusion de prendre. Pour conclure, la théorie la plus probable est la plus simple, celle qui, d'après moi, a voulu être transmise par les développeurs. Six crée le Thin Man lâchant Mono, mais si elle ne l'avait jamais lâché, le Thin Man n'aurait jamais vu la lumière du jour. Sauf qu'elle le lâche après en pensant le reconnaître en tant que tel. C'est en quelque sorte un paradoxe, alimenté par la perception de Six d'une potentielle trahison future. Sauf qu'en le rejetant, elle engendre justement ce qu'elle redoutait. Un genre de variation tragique de la peur qui crée le monstre, en somme. Et c'est ce qui rend cette trahison aussi marquante. Elle n'est ni logique, ni illogique, elle est simplement inexorable. Quoi qu'il arrive, il faut savoir que, aussi frustrante soit cette fin, il n'y en a pas une qui soit plus véridique qu'une autre, étant donné que ce sont les développeurs eux-mêmes qui ont décidé de mettre en place une fin ouverte. Évidemment, certaines théories sont plus plausibles ou alléchantes que d'autres, mais il faut accepter qu'il n'y a pas de vérité universelle à propos de ce sujet-là. À vous donc de vous faire votre propre idée avec tout ce qu'on a pu dire ici. Maintenant, et comme vous le savez probablement, en termes de temporalité, les événements de Little Nightmares 2 se produisent avant les événements de Little Nightmares 1. Et ce simple fait suffit à me faire poser déjà plusieurs questions. À commencer par celle-ci, Six trahit donc Mono à la fin de Little Nightmares 2, pour ensuite arriver au cœur du bateau dans le jeu précédent. Le point qui m'intrigue est le suivant. Six a déjà largement été perverti par toutes les péripéties qui ont eu lieu dans le deuxième opus, alors pourquoi a-t-on l'impression que, arrivée dans le premier jeu, elle perd toutes ses caractéristiques? Pourquoi redevient-elle douce, câlinant les gnomes au début pour les manger à la fin? Pourquoi subit-elle à nouveau cette perversion? Et là encore, deux théories s'offrent à nous. La théorie du cycle, totalement en adéquation avec l'univers du jeu. Six, franchissant le portail, est projeté dans un nouveau cycle arrivant sur le bateau du premier jeu. Mais ça n'explique pas son changement de comportement soudain. Comme on vient de le voir de bout en bout, le temps comme l'espace semble être non linéaire et complètement distordu, presque corrompu par ce monde ou les entités qui le peuplent. On revivrait à travers Six sur son bateau, simplement un nouveau cycle, passant par les mêmes étapes, mais simplement avec des variations. La deuxième théorie soulève pas mal de points par rapport au monde du jeu, la tour, son environnement, et que ce dernier serait responsable. Elle aurait alors subi une sorte d'altération mentale, avec pour cause la musique de sa boîte ou encore les vives lumières que l'on voit dans la tour. Elle pourrait tout aussi bien subir une sorte de réinitialisation par cette dernière, ou simplement refouler son traumatisme en guise de mécanisme de survie. Et ça expliquerait donc sa détresse psychologique dans Little Nightmares 1, son côté humain mais qui sombre assez rapidement dans la noirceur, qui ne fait que la rattraper après tous les événements passés. En fait, chaque jeu peut être vu comme une vaste allégorie, mettant en scène un véritable traumatisme, et tout l'univers du jeu n'est pas censé être cohérent ou réaliste. Les personnages représentent des peurs, des souvenirs, des conséquences. Six notamment ne suit pas une chronologie linéaire, mais plutôt des étapes psychologiques. Parce que les traumatismes profonds ne disparaissent pas, ils finissent toujours par refaire surface sous une forme ou une autre. Dans la finalité, tout ceci n'est qu'un vaste cycle de déchéance progressif. Dans un monde qui est bien loin de suivre nos règles réalistes, il joue efficacement et simplement avec les symboles du traumatisme. Honnêtement, peu de jeux m'ont laissé sur le cul à ce point-là, après en avoir terminé un. On a entrevu là un monde d'une sombreur sans précédent, mais à la fois tellement humain et proche du nôtre, sûrement bien plus qu'il n'y paraît. Et c'est ce qui fait, à mes yeux, de Little Nightmares 2 un pur chef-d'œuvre.